Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui suit l'évolution de ce qui est en train de se passer en France. Évidemment, aujourd'hui, force est de constater que certains essaient de rassurer en disant « oui, mais attention, ça peut changer d'avis ». Alors, en l'état de motion de censure, le budget est passé par le 49.3. Deux motions de censure, une du NFP, une du Rassemblement National. Évidemment, NFP ne votera pas celle du Rassemblement National, mais évidemment, le Rassemblement National, par contre, va voter certainement celle du NFP. Je l'avais dit, le Rassemblement National, aujourd'hui, est au pied du mur, finalement. Pourquoi ? Tout simplement parce que s'il ne vote pas cette motion de censure, c'est-à-dire qu'il trahit son électorat. Un électorat qui, au même titre que la NFP, a une ambition première, c'est finalement de dégager Emmanuel Macron, c'est-à-dire le pousser à la démission, de par l'instabilité, évidemment, du pays. Alors, en ce moment, évidemment, tout l'empire médiatico-politique est en train de jouer la carte de la peur, c'est-à-dire faire peur au peuple français pour lui faire prendre conscience peut-être que finalement le Rassemblement National et le NFP, regardez, mais ce sont des irresponsables. Non, ce ne sont pas des irresponsables. Ce sont des gens qui aujourd'hui veulent tout simplement saisir une opportunité. L'opportunité d'une instabilité institutionnelle pour pousser Emmanuel Macron à la démission. Alors, le gouvernement Barnier va certainement être sanctionné mercredi. Barnier devra logiquement proposer la démission de son gouvernement. Est-ce que Macron réaffirmera sa confiance ? On l'a déjà vu par le passé. Et demandera la constitution d'un nouveau gouvernement, un Barnier 2, ou au contraire, est-ce qu'il change littéralement de Premier ministre ? À mon sens, mon avis personnel, c'est qu'il changera de Premier ministre parce que Barnier est quand même quelqu'un d'intelligent, et il sait que là, si ça passe pas, si ça casse, ça sert à rien de continuer, donc autant se retirer et laisser la place à quelqu'un d'autre. Mais en ce qui concerne Emmanuel Macron, alors en dehors évidemment, on est en train de vous dire que oui, vous comprenez, la France risque sur les marchés d'en prendre plein la poire et finalement, à terme, c'est vous, Français, qui allez payer la facture. Normal. Ça fait partie du jeu, de la communication, de la terreur. Vous dire que si vos représentants ne suivent pas une certaine logique, c'est-à-dire finalement de laisser aller, mais finalement de toute façon, que la motion passe ou ne passe pas, que Barnier reste ou ne reste pas, de toute façon, vous allez en prendre plein la poire. Les caisses sont vides. Le déficit public est tel qu'il faut faire des économies. Or, vous êtes en face d'un paysage politique qui est dans une sorte de sphère, dans une sorte de tour d'ivoire. Et ils savent pertinemment que faire des économies, ça ne peut passer que par des hausses d'impôts, par la création de taxes. Le train de vie de l'État, oui, on pourrait y en faire des économies. Mais ceux qui s'agitent dans les hémicycles n'ont absolument pas intérêt à ce qu'on fasse des économies dans le train de vie de l'État. Parce que ce système alimente la confiance que peuvent avoir des Français envers les idéologies politiques que les politiciens, que les partis politiques soutiennent. Aussi bien de droite, d'extrême droite, de gauche, d'extrême gauche. En réalité, c'est tout le système qui est à revoir. Mais vous comprendrez bien que ceux qui aujourd'hui ont les leviers ont tout intérêt à ce que l'opinion n'en prenne pas conscience. Je vous le dis. On est dans un processus actuellement où, de toute façon, ceux qui vont payer la facture, c'est vous. Quand Macron arrose à coups de milliards le Maroc, l'Ukraine, l'Europe, c'est vous qui payez. Là, aujourd'hui, on est en train de vous dire « Ah oui, mais vous savez, aujourd'hui, on finalement ne rembourse que les intérêts de la dette. » Mais ça fait depuis 40 ans qu'on vous dit que la France, aujourd'hui, ne rembourse que les intérêts des dettes. Que la fiscalité
de toute façon, ne peut pas continuer à fonctionner sur un modèle français aussi social soit-il. Il peut, mais il faut être un peu plus vigilant, un peu plus sévère, un peu plus strict, un peu plus rigoureux. Or, ça fait depuis 40 ans qu'à chaque fois que l'idée de mettre de la rigueur dans le fonctionnement de l'État est très vite coupée l'herbe sous le pied, parce que certains y tirent un intérêt. Puis l'Europe, la sacro-sainte Europe. Parce que oui, ça fait depuis 2017 que je vous le dis. Emmanuel Macron, c'est le liquidateur de la France. Liquidateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il met la France dans un état de chaos politique, social, économique, de telle manière à ce qu'à un moment donné, eh bien, certaines instances, aussi bien européennes que mondiales, le FMI, pour ne pas le nommer, peuvent très bien faire en sorte de mettre la France sous tutelle. Mais certains me diront, oui, mais au niveau de l'Europe, la France, avec l'Allemagne, sont les deux piliers de l'Europe. Et justement, souvenez-vous, je vous ai parlé des révisions des traités européens. Eh bien, cette révision des traités européens, aujourd'hui, est en train de suivre son cours, sans qu'aucun média, sans que personne ne vous en parle, excepté une personne, voire deux, Philippot et Asselineau. Mais sinon, personne n'en parle. Je résume. La révision des traités consiste à transformer la Commission européenne en pouvoir exécutif et le Parlement européen lui donner plus de pouvoir législatif. Et cela, c'est-à-dire donner en fait un statut supranational sur l'ensemble des États membres. Donc, si la France et l'Allemagne sont les deux piliers, eh bien autant faire se peut de les soumettre et de les mettre sous tutelle. De fait, on s'assure que la France et l'Allemagne ne sortiront jamais, quel que soit le contexte politique, de l'Union européenne. En réalité, on est en train d'assister à une sorte d'emprisonnement des Français dans l'intérêt de l'Europe. Bordéliser le pays, détruire ses institutions, qui correspond tout à fait à ce que l'on a pu lire depuis 20 ans dans les fameuses copées, les fameuses grandes orientations politiques et économiques émises par la Commission européenne à chaque pays membre. Souvenons-nous que dans les années 2000, cette même Commission avait suggéré à la France de libéraliser les marchés publics, c'est-à-dire ces marchés où le public a le monopole. La sécurité, la santé, l'éducation. Emmanuel Macron était le parfait candidat qu'on a réussi à mettre en place par des stratagèmes, en poussant le Rassemblement national jusqu'au second tour des élections présidentielles, et par 2 fois, des gens ont voté. Alors, n'ont pas voté Macron par conviction, que c'est le candidat le plus idéal pour être président de la République, mais pour éviter que Marine Le Pen arrive à l'Élysée. Et la bordélisation, elle s'accentue avec la montée des extrêmes. Alors on vous montre, on vous parle, on vous convainc de la montée de l'extrême droite. Mais elle est exactement similaire à la gauche. La montée des extrêmes gauche. Et les filles. Et les filles a ce rôle de bordéliser les institutions, a ce rôle de détruire les institutions de l'intérieur. Mélenchon est un agent de destruction massive. Ce n'est pas un candidat politique d'extrême gauche ou de gauche, comme il se prétend. Au même titre que Marine Le Pen. Est-ce que Marine Le Pen a vraiment l'ambition de finir à l'Élysée? Certains diront que oui, puisque la preuve, c'est qu'aujourd'hui, elle met la pression dont au plus qu'elle n'est pas garantie de pouvoir être présidentiable, à cause de la condamnation qui lui pend au nez. Si ce n'est, peut-être faire un processus pour repousser la condamnation, ou tout du moins la proclamation de la condamnation, au-delà, peut-être août, septembre 2025.
Et donc Marine Le Pen a tout intérêt à ce que Macron démissionne pour que l'année prochaine, mai-juin, vous ayez une élection présidentielle anticipée, avec par conséquent une législative. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez des gens dans le système politique qui sont en train de se rendre compte que finalement, ils ont complètement merdé. Merdé du fait que Macron avait sa stratégie, mais une stratégie, comme je vous le dis, qui consiste à bordéliser le pays de telle manière à ce qu'à un tel point, il s'engage à utiliser l'article 16 et finalement prendre les pleins pouvoirs. C'est son ambition. Il dit que c'est pas vrai, mais en réalité, c'est l'objectif. Il le sait. Il le sait qu'il ne pourra pas tenir jusqu'en 2027 en l'état, si ce n'est prendre les pleins pouvoirs grâce à l'article 16. Et de fait, réussir à soumettre la France aux ordres de l'Union européenne, de la BCE et du FMI. Et là, je peux vous dire, oui, vous autres Français, vous allez morfler. Mettre le pays à genoux. Pourquoi? Ça va péter. Dois-je vous rappeler ce qu'ils ont fait en Grèce? La Grèce était un laboratoire qui a été un succès énorme. Pourquoi? Parce que, avec toutes les décisions imposées par la Troïka, le peuple, oui, il y a eu quelques manifs, mais finalement le peuple ne s'est pas soulevé. Ça a été même bien plus loin. On a réussi à présenter un parti, le fameux parti Syriza, comme étant un parti patriote, comme étant un parti conservateur, comme étant un parti qui va arrondir les angles, qui va défendre les intérêts des Grecs, et qui finalement, une fois élu, en fait a signé tellement de déconstruction sociale, économique du pays. Donc si les Grecs ne se sont pas soulevés, n'ont pas fait de révolution, est-ce que vous pensez franchement que les Français vont le faire? Non. Il faudrait alors une minorité de Français qui réussissent à utiliser des outils dissuasifs. Et là, j'entends bien une lutte armée, une résistance armée, pour peut-être pousser les Français à peut-être reconsidérer la situation. Mais en l'état, les Français aujourd'hui sont bien trop divisés. Et ils le seront encore plus du fait que les dernières élections ont bien montré que beaucoup de Français s'orientent de plus en plus à droite, pour ne pas dire extrême droite. Et ça, évidemment, la bien-pensance de gauche ne supporte pas cette évidence. Et que finalement, aujourd'hui, est en train de s'installer tout simplement un conflit, un fossé, au même titre que ce qui s'est passé aux États-Unis avec le peuple américain, c'est-à-dire ces Français confort, urbains, intellectuels, culturels, contre la France du gueux, la France du laborieux, la France salariale, la France pauvre. Nous nous orientons presque, je dirais, vers une société à la Aldous Huxley, voire aussi orwellienne, pour ne pas dire en matière de répression et de contrôle de masse. Donc finalement, dans une situation chaotique, est-ce que le chaos n'a pas été justement provoqué? Provoqué dans un but, dans une ambition. Cette ambition qu'a peut-être Emmanuel Macron de se dire que ça va accélérer, de par la situation de l'Allemagne et de la France, le positionnement de ce projet de révision de les traités européens pour transformer cette Union européenne, en faire un système supranational, et puis finalement, vous autres Français, vous allez l'avoir dans le baba. Puisque je rappelle quand même que sur des sujets importants qui auraient nécessité des référendums populaires, aucun gouvernement, qu'il soit de gauche ou de droite, ne l'a fait. Ils sont toujours passés par le Parlement. Un Parlement qui est majoritairement acquis à cette évolution de soumission de la France à une entité supranationale qu'on appelle Union européenne. Sauf que le problème, il y a
en effet un problème. Et le problème, c'est Donald Trump. Le 20 janvier, il va prendre les pouvoirs. Alors, Donald Trump aujourd'hui dit beaucoup de choses, comme certains de ses collaborateurs d'ailleurs. Mais vous savez, il y a toujours une différence entre dire et faire. Beaucoup de gens disent des choses. Mais lorsqu'ils ont les postes, les pouvoirs, les leviers, les commandes, pour réaliser l'action de leur dire, et là tout d'un coup on se rend compte qu'il y a une grosse différence. Parce que aussi, ils disent des choses sans savoir, sans connaître, et qu'une fois qu'ils sont dans le bureau, une fois que des conseillers leur donnent l'état de la situation, ils se rendent compte que ce qu'ils ont dit, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire parce que les infrastructures ne sont pas adaptées, parce que le système financier est tellement catastrophique qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'auront pas les moyens de le faire, parce qu'ils sont dépendants du système financier, que le système financier, s'il sait que vous allez demander des emprunts pour faire telle ou telle réforme, mais des réformes qui ne plaisent pas ou qui ne conviennent pas au système financier, en réalité vous êtes esclave, vous n'êtes pas libre, vous n'êtes pas indépendant. Et aujourd'hui, vous êtes en train tout simplement de voir le résultat de 40 ans de destruction massive des démocraties occidentales au profit du mondialisme. C'est comme l'Ukraine. Souvenez-vous, aujourd'hui l'Ukraine, ce sont des investissements qui ont été faits par des gros groupes financiers. Alors j'entends bien, il y en a certains qui vont dire « oui, non, c'est faux, parce qu'il existe une loi en Ukraine qui interdit la vente de biens nationaux à des organismes étrangers. » Oui, mais comment on fait généralement pour détourner cette loi? Pour détourner cette loi, vous vous portez acquéreur de sociétés nationales, vous en êtes l'actionnaire majoritaire, et vous faites en sorte que ces sociétés achètent des terres agricoles. Les terres agricoles sont achetées par une société qui est une société avec un statut national. Mais l'actionnaire, évidemment, majoritaire, c'est la société financière étrangère. Donc les Vanguard et les BlackRock, aujourd'hui, ils trépignent d'impatience de pouvoir faire des retours sur investissement. Donc, pour faire des retours sur investissement, il faut que cette guerre s'arrête. Et il est temps, aujourd'hui, qu'elle s'arrête. Alors, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, Zelensky est en train de jouer un petit jeu en faisant croire que c'est lui qui veut être l'investigateur d'un traité de paix, mais avec ses conditions du fait qu'il veut que l'Ukraine intègre l'OTAN, ce qui ne se fera pas, ou sinon apporter des garanties à la Russie. Donc d'un autre côté, si vous voulez, tout ça s'enchaîne. Et encore une fois, il est vrai que l'Union européenne, elle aussi, elle attend de savoir ce que Donald Trump va faire, dans quoi il va s'orienter. Si ça se trouve, peut-être que Donald Trump va conforter l'existence de l'Union européenne. Mais avec ce qu'il vient de dire en ce moment, où il veut absolument renforcer, conforter le pouvoir du dollar sur le marché monétaire international, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est de réussir à récupérer des pays qui vont commercer avec le dollar. Et comment récupérer des pays qui vont commercer obligatoirement avec le dollar, si ce n'est les pays de l'Union européenne? Flinguer l'Union européenne, flinguer l'euro, et la France, elle va pas commercer avec un franc, c'est rétablir le franc, elle va commercer avec du dollar. L'Espagne, l'Italie, le Portugal, l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, la Norvège, la Suède, tous ces pays qui ont intégré l'euro reviendront à une monnaie nationale, mais commerceront à l'international avec du dollar. Et là, dans ce cas-là, vous renforcez le statut du dollar à l'échelle internationale. Ce qui permettrait aux États-Unis de pouvoir relancer la compétition avec les BRICS. Les BRICS qui viennent de lancer l'idée d'une monnaie commune. Il y a encore du boulot. Donc, dites-vous bien que ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France n'est pas une conséquence anodine, c'est un résultat voulu, un résultat provoqué par un seul homme
Emmanuel Macron, le liquidateur, le destructeur de la République française. Maintenant, est-ce qu'il va démissionner? Il vient de dire que non, hors de question. Mais comment il va faire jusqu'en 2027? Comme je vous l'ai dit, l'instabilité aujourd'hui du pays, elle est là. Il ne peut pas redissoudre l'Assemblée nationale pour essayer de constituer une majorité absolue. Donc pendant encore jusqu'en juin, mai-juin, juillet, la France peut s'effondrer. Et là, dans ce cas-là, Emmanuel Macron en serait le responsable. Et là, s'il est responsable, son ambition de devenir le président de la nouvelle Union européenne s'en irait en fumée, puisqu'il serait le responsable de la chute économique, sociale, politique de la France. Donc, il serait beaucoup plus intelligent qu'il se soumette à la logique, à la raison, de laisser les Français reprendre leur destin en main et démissionner. Et ainsi, il sauve son honneur pour ses projets ambitieux à venir. Est-ce qu'il le ferait? Est-ce qu'il le fera? Là est toute la question centrale aujourd'hui qui se pose. Affaire à suivre, les amis. Nous pensons à vous, Français, parce qu'en effet, comme je vous l'ai dit, quelle que soit l'issue de demain, de toute façon, vous allez payer la facture. Ils vous ont tellement mis dans la merde que de toute façon, vis-à-vis des marchés financiers, vis-à-vis de l'Union européenne, ils n'ont pas le choix. Il va falloir réduire la voilure. Et réduire la voilure sans toucher aux intérêts, aux bénéfices, aux avantages de tous ceux qui sont dans l'institution. D'éviter de continuer à alimenter autant d'associations, de subventionner autant de gens. Parce que c'est un électorat pour tous ces gens. Eh bien ça, on n'y touchera pas. Par contre, le porte-monnaie des Français, les Français qui ont encore un petit patrimoine, etc., vous inquiétez pas, ils ont bien l'intention de vous ponctionner. Et à tous les niveaux. Et j'ai même envie de dire que ceux qui ont voté Macron par conviction dans la classe moyenne aisée, eh bien, je serai eux, je commencerai à m'inquiéter. Parce que c'est eux, aujourd'hui, qu'on va taper. Plus particulièrement. D'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, soyons attentifs, parce que les choses peuvent très bien évoluer dans d'autres directions, dans d'autres sens, qu'on n'aurait même pas imaginé. Advienne que pourra, et d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.